Bonjour et bienvenue dans ce nouveau VIP. Aujourd'hui, nous sommes au stade Jean Bouin avec Thomas Lombard, directeur général du Stade Français et ancien joueur de rugby. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né au Chesnay, dans les Yvelines. C'est là que vous avez commencé le rugby avant de rejoindre le RC Versailles, le Racing Club de France, puis le Stade Français. Quels souvenirs vous gardez aujourd'hui de vos clubs yvelinois ? Oula, ça remonte loin dans ma mémoire, mais c'est mes premiers pas dans le rugby. Hein. J'étais le fils d'un homme inspirant. Mon papa, alors tous les papas sont évidemment inspirants, mais qui avait une vie très riche, qui m'avait d'abord fait faire du tennis, puis qui me racontait toujours ses exploits de joueur de rugby. Donc évidemment, par atavisme sans doute, j'ai voulu un jour marcher sur les pas du paternel et je suis allé découvrir le rugby au Chesnay. Voilà, donc j'étais fils unique. Donc je crois que ça m'a fait du bien aussi de pouvoir partager des trucs avec d'autres gamins, parce que le tennis c'est un sport individuel. Et donc comme ça m'a plu, j'y suis resté. Voilà, donc c'est les premiers contacts avec un sport où la notion d'équipe est très importante. C'est les premiers chocs aussi, parce que c'est un sport de combat. Et puis c'est les premiers déplacements en bus où on quitte la maison, on part pour le week-end de temps en temps. Et puis on fait les 400 coups, quoi. Donc c'est que des super souvenirs. J'en garde beaucoup de nostalgie, parce que c'était aussi une autre époque fatalement. Le rugby était complètement amateur, on ne pensait pas devenir professionnel quoi qu'il arrive. Puis c'est l'insouciance, c'est la jeunesse. Donc c'était chouette. D'ailleurs, j'habite toujours à côté du stade, comme quoi peut-être qu'il y a des choses qui m'ont tellement marqué que j'ai du mal à m'éloigner de tout ça. D'accord, et donc vous étiez au Stade Français pendant la grosse période de succès, 4 titres de champion de France. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que vous avez des images qui restent ? Des images, oui, on garde toujours quelques images. J'ai aucune mémoire des matchs. Alors, j'ai certains de mes amis, puisque c'est des amis, c'est plus des partenaires, ça devient des amis au fil des années, qui se souviennent des scores, des actions. Moi, pas du tout. Et ce que je retiens finalement de toutes ces années, c'est des amitiés fortes. Et en fait, c'est la seule chose qui a une vraie valeur, parce qu'elle est pérenne et que ça ne s'oxyde pas, ça ne disparaît pas. Un trophée, vous allez le mettre sur la cheminée. Alors tous les matins, vous allez passer devant, donc au bout d'un moment, vous ne le voyez plus. Et puis la mémoire, elle se perd avec le temps, alors que les amitiés, elles perdurent. Donc voilà, donc c'est l'occasion de garder des relations extraordinaires avec des gens qui m'ont accompagné et que j'ai accompagné dans ces époques. Et on traverse le temps comme ça. C'est un peu les souvenirs d'anciens combattants quand on se retrouve. On n'a pas tout à fait la même notion des choses et les mêmes souvenirs, mais à la fin on passe des bons moments. Et puis ça crée chacun du souvenir. Bien sûr. Et donc vous avez rejoint l'équipe de Worcester dans le championnat anglais en 2004. Vous y êtes resté 3 saisons. Oui. Quelle différence il y avait avec un club français ou dans l'ambiance, dans la façon de jouer ? Ici au Stade Français, on était dans un contexte et un écosystème qui était complètement, je ne vais pas dire subversif, mais on avait un stade, mais on n'avait pas de lieu d'entraînement. On avait des règles, mais on les transgressait. On avait des entraîneurs avec du caractère. On était énormément sur l'affect, sur l'émotion, ce qui a marché. Hein. Et quand vous passez de ça à l'Angleterre avec un système méthodique, rationnel, où tout est minuté, cadré, l'ultra-professionnalisme, ça change. On apprend aussi beaucoup à maîtriser, à programmer, à répéter. La notion de travail aussi est beaucoup plus exacerbée qu'en France. Et puis à la fin, quand on arrête, on fait un mix un peu des deux. Et on dit, voilà, peut-être qu'il n'y a pas soit un modèle français, soit un modèle britannique ou anglo-saxon. Il y a probablement un modèle intermédiaire à trouver où le côté engageant des Français autour d'un projet, quand ils sont capables de se mobiliser, n'a pas d'égal. Et l'espèce de rigueur, on parle souvent de pragmatisme des Anglais, a aussi son intérêt. Et finalement, ça fait un mix plutôt... À condition d'arriver à le trouver. Oui. Et donc, quelques années avant ça, le rugby est devenu professionnel en 1995. Quelle a été la différence dans vos souvenirs ? Elle est relative. Je dirais qu'avant 1995, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient défrayés, on va dire, qui consacraient finalement quand même beaucoup de temps à leur pratique. Donc si vous voulez, ça a été l'officialisation d'un système qui tendait quand même clairement vers le professionnalisme.
Sauf qu'au niveau des structures, les clubs n'étaient pas forcément prêts à le faire. Il y a une volonté politique, pour diverses raisons. Donc on a été professionnels très tôt sans être forcément prêts à l'être. Donc voilà, on a tâtonné avec des séquences qui ont été abouties, d'autres qui l'ont été beaucoup moins. Et je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé, un peu plus de 20 ans après, la bonne carburation. Et donc le temps est passé. Aujourd'hui, vous êtes directeur du Stade Français. Quelles sont vos fonctions précisément au quotidien ? Écoutez, le Stade Français, c'est un club qui appartient au docteur Hans-Peter Wild, qui est le propriétaire de la marque Capri Sun, qui a fait l'acquisition du club en 2017. Et qui m'a conféré, donc depuis 1 an et demi, tous les pouvoirs pour le représenter, évidemment dans la gestion quotidienne du club, et aussi au niveau des instances de la Ligue nationale de rugby. Donc c'est une grosse PME, le Stade Français, on a un peu plus de 130 salariés, dans lequel évidemment j'inclus les joueurs. Donc c'est essayer de faire fonctionner à la fois la partie sportive, le centre de formation, avoir un œil sur l'association qui ne fait pas partie de la partie professionnelle mais qui est essentielle dans un club puisque c'est la mamelle, et aussi toute la partie administrative puisqu'on a un stade magnifique que vous voyez, qui est le stade Jean-Bouin, qu'il faut faire tourner. Alors en ce moment évidemment il tourne à vide. Mais on a bon espoir que demain on puisse accueillir du public et puis on organise tout un tas d'événements, des séminaires, des concerts. On a une convention d'occupation du domaine public qui a été signée en 2019 avec la mairie de Paris qui nous permet de jouir de ce stade 7 jours sur 7, presque H24. Faire attention à ne pas faire trop de nuisances pour nos voisins. Et voilà, donc qui nous donne nous confère une liberté d'organiser tous les événements possibles dans ce stade. Et donc vous l'avez dit, ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes à ce poste. Bon, il y a eu le Covid en même temps, mais sur quoi vous avez travaillé ? La culture du club, ça a été mon premier chantier. On est un club qui a 130 ans d'existence, un peu plus. Quand je suis arrivé ici, bon, je fréquentais toujours le stade Jean-Bouin, parce qu'avant de faire ce métier, je travaillais pour Canal+, donc je venais souvent ici commenter les matchs. Ce qui m'a frappé, c'est l'absence d'histoire. Voilà, construis ton avenir, pas en regardant constamment derrière, mais en t'inspirant, c'est ton socle, c'est ta force, c'est ton inspiration. Donc il fallait que ce passé il ressurgisse, pas comme un frein, ni comme quelque chose qui allait, je dirais, inhiber les joueurs, mais au contraire, comme un sentiment de fierté. Donc on a ressorti un peu les cadres, les photos, les maillots, pour remettre tout ça au goût du jour dans nos espaces, dans notre stade. Et puis ensuite créer une culture, une équipe qui gagne. C'est la même chose qu'une entreprise, vous savez, il faut des salariés qui soient mobilisés autour d'un projet. Donc il faut qu'ils participent à la construction de ce projet. Il faut qu'il y ait une adhésion autour de ce projet, une implication pour le défendre. Et puis après, on débute et on se lance dans le grand bain de l'aventure du championnat. Et c'est la même chose pour les salariés. Je ne fais pas de différence entre la partie professionnelle, enfin toutes les équipes qui composent le Stade Français. L'équipe administrative, pour moi, je la considère exactement comme une équipe qui va jouer sur le terrain un match de 80 minutes. Sauf que je joue tous les jours un match pour aller récupérer des marchés, chercher de nouveaux clients. Mais en tout cas, je dirais que la dynamique de groupe reste la même. C'est une grande équipe. C'est une grande équipe, on entend toujours ça dans l'entreprise, on a le même maillot et on a les mêmes valeurs, mais il faut l'incarner. Voilà. Et le maillot du Stade Français, il est beau. Donc quand on a la chance de le porter, il faut en être fier, il faut le montrer et il faut surtout avoir envie de se battre pour ce maillot. Mais justement sur la fierté, donc vous êtes passé de joueur au Stade Français, vous avez été consultant, donc vous avez travaillé ici, et maintenant vous êtes directeur général. Il y a une fierté d'avoir gravi les échelons ou d'avoir changé un peu de voie? Moi, j'avais pas forcément fait de plan de carrière. Je m'étais investi, j'avais fait des études évidemment. Puis quand le rugby est devenu professionnel, je me suis lancé à corps perdu dans ma passion. Quand il s'est arrêté, j'ai eu du mal à m'en séparer, donc je suis resté à Canal+, à RMC, et j'ai vécu 13 années extraordinaires. Et puis voilà, cette opportunité s'est présentée. Donc j'essaye de faire de mon mieux, j'ai beaucoup à apprendre. Après j'ai un certain nombre de convictions aussi. J'ai une légitimité, je pense que le sportif et ma modeste carrière de joueur me permet aujourd'hui de faire valoir. Après je dirais que voilà, l'écueil c'est de penser qu'on a raison sur tout et qu'on sait tout. Donc il faut beaucoup écouter les autres, il faut beaucoup les protéger, les considérer, surtout dans la période qu'on vit actuellement. Et après, on peut espérer avoir quelque chose en retour. Et il faut une vision.
Et cette vision du coup, donc à l'avenir, vous voulez quoi, accentuer encore cette culture? Quels sont Non, les projets? la notion de culture, c'est notre socle, c'est ce qui nous permet de mobiliser les gens. Après, vous ne pouvez pas leur dire, bon, on a une culture, on va partir dans l'inconnu. Donc il faut un projet, il faut que sur 4-5 ans, ils puissent clairement identifier nos forces, nos faiblesses et là où on veut aller. Donc on a un projet avec trois axes forts. Le premier, c'est l'éducation. Donc ça a trait aux jeunes et à la formation. Moi, je veux qu'ils fassent des études en même temps qu'une carrière de joueur de rugby. Il y en a beaucoup qui n'auront malheureusement pas la chance de devenir professionnels. En revanche, ils vont faire énormément de sacrifices pour essayer de l'être. Donc il faut qu'on ait un modèle équilibré. Et cette notion de risque aujourd'hui, elle est trop préjudiciable pour le joueur. Donc il faut un double projet. Et ce projet doit être équilibré entre le temps qu'on consacre à faire des études et le temps qu'on consacre à faire du rugby. On ne devient pas un meilleur joueur de rugby nécessairement en passant des heures à la salle de musculation ou sur le terrain à répéter des gammes. Donc voilà, il faut une connexion avec le monde réel. Et ça, l'université, le monde scolaire et le monde de l'éducation est un formidable incubateur pour ces gamins-là. Parce que quand ils viennent ici, ils sont un peu trop protégés et ils sont un peu hors sol au niveau des rémunérations, etc. Donc il faut qu'ils gardent ce lien avec le monde réel. Et a fortiori parce que le plus tard possible, je leur souhaite, mais ils seront à 30 ans, 32, 33, 34 ans, 35 ans peut-être, ils seront par nécessité obligés de se réinsérer dans la société. Voilà. Et les deux grands et les deux autres piliers, c'est rassembler, parce qu'on est un club populaire qui a fait sous l'ère de Max Guazzini des choses extraordinaires, qui a rempli le Stade de France à de multiples reprises. Donc on a beaucoup de gens qui aiment le Stade français et qui connaissent le Stade français. Maintenant il faut qu'on arrive à les faire revenir au gré des performances sportives, au gré, je parlais tout à l'heure d'identification pour les joueurs, mais de l'identification au projet, au club, à ce qui dégage. Donc il faut que ça transpire à l'extérieur et ça c'est très important pour nous. Et enfin c'est l'innovation. On est un club qui a toujours été je ne vais pas dire subversif, mais un petit peu. Il y a eu un calendrier où les joueurs ont posé nus, il y a eu des matchs délocalisés, ça s'était jamais vu dans le rugby et même dans le sport de club en général. Il y a eu des maillots roses, il y a eu des maillots de toutes les couleurs. Enfin voilà, le Stade français, c'est ça, c'est un club qui a extrêmement, et un président, je le répète, Max Guazzini, qui a transformé un sport qui était très, très traditionnel et qui l'a fait évoluer vers ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, on a cet héritage pour nous, il faut en profiter. On a les projets RSE, on a un projet avec l'IMSS qui est un centre de santé qui est dans le stade ici. Donc le sport santé aujourd'hui ce sont des sujets qui parlent aux gens. Le RSE, je me répète, mais c'est très important, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'aspect éducatif, ça rentre clairement dans les projets RSE. Toutes les entreprises ont l'obligation d'abonder là-dedans, donc on y va. Et on va encore, au gré des expériences qu'on fera vivre à nos supporters les jours de match, quand ils seront de retour, là aussi rester innovants. Et on espère que les supporters pourront bientôt revenir et remplir le stade. Tout le monde l'espère. Ouais. Merci beaucoup Thomas Lombard. Merci à vous. Et merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt dans un nouveau VIP.